Bonjour à tous, bienvenue pour un nouvel épisode de Data Watch. Pour rappel, Data Watch, c'est un podcast où on fait de la veille sur des sujets de data engineering. Alors normalement, je suis avec Axel, là je suis tout seul. C'est parce qu'on a passé beaucoup plus de temps à régler différents micros, à régler l'audio, ce qui fait que Axel avait plus de temps et donc je vais enregistrer l'épisode d'aujourd'hui tout seul. Mais on espère que les prochains, on pourra retourner à deux et qu'on va trouver la solution au niveau des micros pour que ce soit propre. Aujourd'hui, je vais vous parler de 4 articles différents, dont un article qui parle de la mise en place de serveurs MCP pour DBT. Le but de ça, c'est de pouvoir faire parler, communiquer ensemble les IA génératives et DBT. Pour rappel, le MCP, c'est l'acronyme pour dire modèle, contexte, protocole. C'est un standard de communication entre des outils, des intelligences artificielles génératives, des LLM, qui a été mis au point, enfin sur lesquels différents acteurs se sont organisés, comme Anthropic, ceux qui développent la solution Claude, OpenAI pour ChatGPT, Google et Microsoft. Peut-être qu'il y a d'autres acteurs depuis, mais en tout cas, c'est ceux que j'ai notés là. Pour expliquer simplement de la manière dont je l'ai compris le MCP, je suis pas un expert, mais de ce que j'ai compris, ça fonctionne. J'associerais ça en tout cas comme une API, c'est-à-dire que le service, par exemple DBT, c'est ce dont on va parler aujourd'hui, met à disposition via un serveur un protocole, donc le MCP. Et pour moi, il y a l'intelligence artificielle qui va réussir à se connecter à ce MCP et il pourra consommer les données qui sont exposées, par exemple de DBT. Ou alors, faut voir si ça permet juste de communiquer entre eux. Je ne sais pas si c'est l'intelligence artificielle qui est connectée directement. Ça, il faudra juste approfondir. Mais en tout cas, c'est un moyen d'échange entre des services et les IA génératives. Et donc, le but avec ça, c'est de pouvoir écrire un besoin en langage naturel, par exemple sur Claude ou ChatGPT ou d'autres services. Et celui-là va directement utiliser les informations à disposition sur DBT. Donc, que ce soit les modèles, que ce soit la documentation, que ce soit les métriques, enfin, tout ce qu'il peut y avoir sur DBT. Et ce qui va permettre à l'IA générative de nous donner les informations que l'on demande. Par exemple, on pourra lui demander, il y a une vidéo explicative sur l'article, dont le lien sera en commentaire, où on demande donne-moi tous les modèles, enfin toutes les colonnes d'un certain modèle, par exemple. Et donc, là, il y a Claude qui va aller interroger directement le projet DBT et qui va répondre en langage naturel. Donc, les usages dessus, c'est ce dont parle l'article, c'est le fait de pouvoir vraiment découvrir via l'IA générative toutes les données de DBT qui permet d'interroger. On permet d'exécuter aussi. Je crois aussi que l'on peut créer des requêtes SQL, on peut faire pas mal de choses. Ça permet aussi de simplifier la découverte des données, le fait de pouvoir en langage naturel aller interroger tout ce qui se trouve dans les projets DBT, ça permet vraiment de faciliter encore l'accès. Effectivement, là, comme je vous disais, ça permet aussi d'exécuter. Donc, effectivement, ça permet d'exécuter des commandes DBT à distance via les prompts que l'on met sur l'IA générative. Apparemment, c'est disponible surtout localement, mais c'est pas encore disponible sur le cloud. Mais bien sûr, sur le cloud. Et bien sûr, ça sera à venir. Donc, je vous invite à regarder la vidéo de l'article. Ça met bien en lumière les possibilités qu'il y aura de la mise à disposition d'un serveur MCP pour DBT. Le deuxième article, qui est une news, c'est la sortie d'Apache Airflow 3. Donc, c'est à première vue une très grande refonte graphique. Je vais vous montrer après sur l'ordinateur. Je l'ai installé via Docker. Il faut savoir que la version 2.0, elle est sortie il y a 4 ans. C'est assez ancien quand même, la dernière version majeure de Apache Airflow. Cette version-là apporte une nouvelle interface qui est en React, ce qui permet d'avoir une interface qui est plus fluide. Airflow, c'est pas l'outil le plus fluide que j'ai pu manipuler, en tout cas dans sa version 2. On peut aussi versionner les DAG,
mais le versionnage vraiment en natif via Airflow, parce qu'effectivement, si on stockait les DAG directement sur Git, pas de problème. Apparemment, les backfills, donc le fait de pouvoir rejouer des tâches dans le passé, a été repensé pour qu'il soit un peu plus robuste, à voir ce que ça veut dire vraiment derrière ça. On peut avoir aussi un support multi-cloud et multilangage via la nouvelle Task Execution Interface. On peut avoir aussi un schedule géré par des événements. Là, dans l'article, il parlait de AWS SQS. Donc c'est vraiment la gestion d'événements. En gros, on pourrait déclencher l'exécution d'un DAG via un événement qui est reçu dans Apache Airflow. Il y a un nouveau modèle qui s'appelle Data Asset qui permet apparemment de mieux connecter les données avec des déclencheurs externes. Donc ça rejoint, je pense, un peu avec la gestion des événements, même si les déclencheurs externes ne sont pas toujours des événements. Ce que j'ai noté aussi à voir dans l'utilisation, c'est qu'apparemment la sécurité et l'isolation de l'application a été renforcée. Ce que je vous propose, c'est qu'on regarde directement sur l'ordinateur. Je vais vous faire partage d'écran. Alors, pour le partage, normalement, vous devriez voir la nouvelle interface. À savoir que là, vous voyez la nouvelle interface, j'ai utilisé Docker. Donc, j'ai utilisé une commande Docker Run qui permet d'exposer, enfin qui permet en tout cas de télécharger l'image Docker de Apache Airflow 3 et de l'exposer sur le localhost, tout simplement avec des exemples, bien sûr. Et donc là, vous voyez l'interface, déjà en mode nuit. Peut-être que tout le monde n'apprécie pas le mode nuit, mais je trouve que c'est assez agréable. L'ancien, il y avait un mode nuit qui était proposé, mais je le trouvais pas très propre. Là, franchement, c'est plutôt agréable à l'utilisation. Donc ça, c'est la page d'accueil. J'ai exécuté tous les jobs, enfin les DAG qui sont en exemple. Ce qui permet d'avoir sur la page d'accueil une vision globale de ce qui est en train de tourner, ce qui a été réussi sur les dernières 24 heures ici que l'on peut modifier bien sûr. Donc déjà la page d'accueil, je la trouve simple, je la trouve claire, ce qui n'était pas toujours le cas. Là, j'ai pas encore testé la partie recherche parce que la partie recherche c'est pas toujours non plus l'idéal sur Apache Airflow. Là, je sais pas trop ce que ça donne. Après, les DAG, je les maîtrise pas, c'est des DAG d'exemple. Donc là, par exemple, si on va sur ceux qui ont échoué, normalement, il y en avait bien qui avaient échoué. On va retourner sur les all. Pardon, là, je suis sur les DAG. 32 failed. Voilà, on va plutôt passer par ça. Donc là, ça affiche, un peu comme sur l'autre interface, on avait aussi un bouton tout en haut qui permettait d'afficher tous ceux qui ont échoué. Là aussi, de la même manière. Je découvre aussi un petit peu avec vous. Hein. J'ai installé ça tout à l'heure. On peut revenir ici. Donc le DAG active, le running, celui qui est en cours d'exécution. Est-ce qu'on peut aller directement? Oui. Donc là, c'est l'exemple d'un DAG qui est en train de s'exécuter. Donc là, les logs, ça se met en première position. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il fallait aller un petit peu plus loin. Il n'y a pas de vraie différence au niveau de la qualité des logs. Enfin, je trouve pas. Je me souviens plus s'il y avait de la coloration comme ça. Donc, je vous disais, je découvre aussi avec vous. Donc là, le code, mais rien de bien nouveau. Quand je reviens ici, je croyais qu'il y avait une autre vue à celle-là. Non. Mais c'est pas encore ça ce que je voulais. Donc là, c'est une autre vue de l'exécution de la pipeline. Donc c'est pas trop mal. Les couleurs s'affichent quand même particulièrement bien. Après, il faut voir sur d'autres DAG complexes aussi. Là, les DAG s'enchaînent assez bien. Ok, on va retourner ici. Après, peut-être que vous voudrez voir un peu plus de votre côté. Si vous le souhaitez, je pourrais vous mettre directement la commande Docker en commentaire. Donc, n'hésitez pas à demander cette commande-là. Donc, on est ici sur tous les DAG. Je pense. Ça m'étonne les DAG ici. Ouais, bon, désolé, j'arrive pas à retrouver ce que je voulais ici. Mais normalement, c'est ici où on a tous nos DAG qui sont affichés. Et c'est là où on peut les rechercher, tout simplement.
Je vais pas aller plus loin dans cette découverte-là, parce que je découvre aussi en même temps que vous, et je pense que ça peut être un peu long pour vous. Mais en tout cas, retour à chaud, je trouve effectivement que l'interface, il y a clairement un effort dessus, et que c'est quand même un peu plus clair. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de cette nouvelle interface. Et donc voilà pour Apache Airflow 3. Bien sûr, il y a d'autres nouveautés. J'ai pas parlé de tout. Je maîtrise pas tous les sujets de Apache Airflow, mais en tout cas, je serais content d'avoir un peu plus de votre retour. Après, il y a un article aussi par Daniel Beach. On aime beaucoup avec Axel cet auteur-là. Et là, le titre de son article, c'est Becoming a Better Data Engineer. Donc clairement, comment devenir un meilleur entre guillemets data ingénieur. Là, il va citer plusieurs possibilités. Ils disent que ceux qui réussissent ne codent pas seulement bien, mais ils font bien plus que coder. Clairement, le code maintenant, avec les IA génératives, ça génère vraiment à la chaîne du code. Donc juste coder ou avoir de la technique, c'est pas ce qui va suffire dans sa mission actuellement. Ce qui va être important et qui peut être souvent négligé, c'est le fait vraiment de lire, de documenter, tester, apprendre vraiment en continu. Et c'est ça qui va permettre de s'améliorer. Il conseille aussi de changer de rôle ou alors d'angle tous les 2 ans pour éviter de stagner et simplement muscler la polyvalence. Il dit aussi qu'il vaut mieux prendre des décisions claires et les assumer que d'avoir une indécision collective. Il recommande aussi de partager ce que l'on sait, même si c'est pas parfait. Ça permet de se rendre plus visible et d'être utile à son équipe. Clairement, c'est quelque chose que j'entends souvent et que je remarque aussi, soit lors de mes missions, soit lorsque j'enseigne le SQL. C'est plus tu vas enseigner, plus tu vas maîtriser ton sujet. Plus tu vas te poser certaines questions, plus tu vas être confronté à certaines questions qui peuvent remettre en cause ta compréhension et t'aider en tout cas à évoluer. Il dit aussi que il faut garder son calendrier sacré. C'est dans le sens où un focus extrême, c'est mieux que 10 journées agitées. Clairement, le fait de se bloquer du temps dans l'agenda pour se dire là, je me concentre sur telle tâche, c'est beaucoup mieux que d'être tout le temps dans un flux peut-être open space. Ça perturbe pas mal. Je sais pas vous, mais moi, je travaille souvent avec un casque ou des écouteurs, souvent quand il y a du bruit. Pas toujours, des fois j'en mets quand même, ça aide à me concentrer, tout le monde n'est pas pareil, mais c'est pas évident dans un open space. Il dit aussi que l'humilité est un super pouvoir et que si on veut progresser, faut arrêter de vouloir briller tout seul. Et vers la fin, il pose la question de ce qui fait un senior. Et ce qui fait un senior, c'est pas que du code, mais c'est aussi de l'impact humain. Donc on en revenait tout à l'heure à la transmission, par exemple, la prise de décision, avec des choix vraiment qui sont structurants. Et tout à la fin, il dit sois bon en code, mais excellent dans tout le reste. Et pour lui, c'est ça un vrai data ingénieur moderne. N'hésitez pas à dire ce que vous en pensez aussi en commentaire. Et le dernier article, toujours de Daniel Beach, dont le titre c'est Clustering versus Partitions, Pick Your Poison. Derrière ça, pour résumer à la fin, la morale, on va dire, c'est pas de subir la techno que l'on va avoir, c'est vraiment de bien la comprendre pour pouvoir prendre justement des choix. Il parle de partition, de clustering. Il dit que les partitions et le clustering, c'est justement eux qui définissent comment les données sont rangées et donc la vitesse d'exécution des requêtes. Lui, il dit que, en citant Apache Iceberg, Deltalek, etc., mais je fais un peu un raccourci, que par exemple sur Iceberg, il y a un partitionnement à la Hive, ce qui veut dire que chaque fichier, ça va être lié au champ sur lequel se base la partition. Souvent le champ date, pour dire là tu as un fichier pour aujourd'hui, tu as un fichier pour hier, etc. Mais sur le Deltalek, c'est pas exactement ça. On parle aussi dans le clustering moderne, donc celui sur Deltalek, qui est plus souple, car on trie les données physiquement, sans dossier visible. Donc c'est vraiment un tri caché.
Il dit aussi que sur Iceberg, le partitionnement, lui, il est caché. C'est que une gestion via les métadonnées, ce qui permet de ne pas polluer les schémas des tables. OK. Mais par exemple, sur BigQuery, donc là, ça sort un peu de ce dont il parle, du Lakehouse, de Apache Iceberg, Delta Lake. BigQuery, c'est clairement transparent aussi pour nous, même si effectivement, c'est pas le même paradigme. C'est juste indiqué dans le détail de la table que la table est partitionnée sur tel champ, et c'est tout. Mais en tout cas, là, il parle en fichier. Il dit qu'il y a un gros avantage à ça, c'est de pouvoir avoir de la performance sans complexité. Donc performance dans le sens utilisation des partitions. Il parle aussi du Z-ordering et de l'optimize, qui permet de regrouper les données proches pour accélérer les scans. Donc ça, c'est des technologies, je crois, c'était surtout de Delta Lake. Il parle aussi qu'il y a du clustering via Delta Lake au moment de l'ingestion. Ça permet d'avoir le tri intelligent directement au moment de l'écriture des fichiers. Il dit aussi que, pour reparler des partitionnements cachés, il n'a pas disparu, il est juste devenu vraiment invisible, mais automatisé. Et il dit que c'est vraiment essentiel de comprendre comment les données sont vraiment stockées pour un data ingénieur. Donc là, globalement, son article, c'était pour préciser comment sont gérées les partitions sur des paradigmes Lakehouse, avec Apache Iceberg, avec Delta Lake. Je vous invite bien sûr à lire son article. Là, je résume vraiment très très gros. J'interprète aussi avec mes mots, des fois avec mes connaissances qui peuvent être plus limitées que Daniel Beach. Et c'est vrai que c'est important pour comprendre comment c'est fait, comment c'est optimisé. Peut-être que ça peut aider aussi au moment de la construction du programme de traitement. Donc si on est sur du Iceberg, Snowflake qui propose du SQL, pas que, mais globalement on va attaquer en SQL. Data Lake, on va dire qu'on va plutôt faire avec du Spark. Mais effectivement, c'est important. J'ai fait le tour des 4 articles qu'on avait sélectionnés avec Axel aujourd'hui. Et si jamais vous avez des questions, comme je vous disais, pensez à mettre des commentaires. On pourrait échanger comme ça, que ce soit en dessous YouTube ou Spotify, Apple Podcast, sur lesquels nous sommes présents. Vous pouvez aussi nous contacter sur LinkedIn pour aussi découvrir nos profils. Et ben, je vous dis à dans 2 semaines. J'espère que là, on aura réussi à résoudre le problème de son avec Axel. À bientôt.